Le baron Corneille Lambert était en train de signer une lettre lorsque Constance entra dans le bureau sans frapper. Elle n'avait jamais fait cela en 17 ans. Il leva lentement les yeux, non pas avec colère, mais avec cette attention particulière de celui qui reconnaît que quelque chose a déraillé. Constance avait encore son tablier noué à la taille, les mains jointes devant elle et une expression sur le visage qu'il ne parvint pas à déchiffrer immédiatement. Ce n'était pas de la peur, c'était pire que la peur. C'était le visage de quelqu'un qui a traversé la peur et a atteint l'autre rive, un endroit où la seule chose qui reste est de parler. « L'homme qui est arrivé aujourd'hui, dit-elle sans préambule, ce n'est pas Monsieur Renaud. » Corneille posa sa plume. « Monsieur, je sais ce que je dis. J'ai élevé ce garçon, j'ai tenu son bras quand il s'est brûlé dans l'âtre à 7 ans. La cicatrice est restée ici. » Elle toucha son propre avant-bras gauche, 2 doigts au-dessus du poignet. Large, en forme de corde. J'étais là. Cet homme n'a aucune marque à cet endroit. Le baron la fixa assez longtemps pour que le silence devienne une réponse. Puis il se leva, alla jusqu'à la fenêtre, lui tourna le dos. « Vous pouvez disposer, dit-il. » Constance sortit. La porte du bureau se referma derrière elle avec un déclic sec et elle traversa le couloir avec la clarté amère de celle qui vient de découvrir que la vérité seule ne vaut rien. Ce qu'elle ne vit pas, c'est Corneille de l'autre côté de la porte, ouvrant le tiroir de son bureau et posant sa main sur le manche du canif qu'il y gardait depuis 40 ans, sans le prendre, sans le lâcher, juste en le tenant. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement l'histoire d'une domestique tentant de sauver un baron. C'est l'histoire d'une femme sans papier, sans voix reconnue par la loi et sans rien à gagner, qui a choisi de parler quand tout le monde autour d'elle a choisi de croire. Pour comprendre ce qui était en jeu dans ce domaine, il faut remonter 48 heures en arrière. Le baron Corneille Lambert avait bâti ses terres au cœur de la Touraine au fil de 3 décennies de décisions calculées. Il n'était pas l'homme le plus riche de la région. Il y avait 2 ou 3 propriétaires avec plus de bétail et plus de personnel, mais il était le plus respecté et savait que la réputation durait plus longtemps qu'une récolte. Il avait 63 ans, une toux matinale qu'il ignorait avec discipline et une maladie des reins que le médecin du village avait diagnostiquée 6 mois plus tôt avec une expression qui en disait plus que les mots. Simone était au courant du diagnostic. Corneille ne savait pas qu'elle savait. Ils étaient mariés depuis 22 ans. Un mariage arrangé entre familles qui était devenu par l'honnête friction du quotidien quelque chose de plus proche d'un véritable partenariat que la plupart des mariages d'amour qu'elle connaissait. Corneille respectait son intelligence. Simone respectait son intégrité sur les points où ils divergeaient, et ils divergeaient sur plusieurs. Ils avaient appris à négocier sans humilier. Le fils du premier mariage de Corneille, Renaud, était parti pour Paris à 18 ans pour étudier la médecine. C'était il y a 14 ans. Les lettres étaient arrivées régulièrement au début, puis s'étaient espacées, et au cours des 18 derniers mois, le silence avait pris leur place si progressivement que Corneille avait presque réussi à le normaliser. Presque. Simone avait trouvé la lettre de l'intermédiaire engagé pour retrouver son fils, pliée à l'intérieur d'un livre oublié dans le salon, comme Corneille avait l'habitude de cacher ce qui lui faisait honte. Dette à Paris. Adresse changée 3 fois en 2 ans. Dernière mention, une ville portuaire du nord de la France, sans date précise. Elle avait replacé la lettre dans le livre et n'avait pas abordé le sujet. Elle attendit. Corneille finirait par parler quand il serait prêt, mais Corneille ne parla pas, et à la place des nouvelles, un homme apparut. La calèche franchit le portail du domaine un mercredi après-midi avec 2 malles en cuir et un passager qui descendit en ajustant sa veste avant de lever les yeux vers la maison. Le régisseur, Benoît, alla chercher le baron. Corneille descendit les marches de la véranda et s'arrêta à 3 pas du jeune homme, avec une expression que Simone, de la fenêtre de l'étage, interpréta comme de l'incrédulité pure.
le genre qui paralyse avant de se transformer en joie ou en désastre. Le jeune homme ouvrit les bras. « Père !» L'étreinte dura longtemps. Corneille tint l'homme par les épaules, regarda son visage, reconnut les yeux bruns, le menton carré, la façon de pencher légèrement la tête vers la gauche. Renaud faisait toujours ce mouvement quand il attendait une réponse. Cet homme le faisait aussi. « Pourquoi n'as-tu pas prévenu ?» demanda Corneille. « Je voulais faire une surprise. » La pause avant la phrase suivante dura une fraction de seconde de trop. « Et j'avais peur que vous m'ordonniez de ne pas venir. » Simone ferma lentement la fenêtre. Il y avait quelque chose dans cette pause qui entra en elle comme une poussière dans l'œil. Petit, mais impossible à ignorer. Elle ne pouvait pas encore nommer le problème. Elle le garda pour elle. Constance, qui passait dans le couloir intérieur avec un plateau, s'était discrètement arrêtée près de la fenêtre ouverte du couloir et avait écouté le dialogue en bas. Mais ce qui la fit vraiment s'arrêter, ce n'est pas ce que l'homme dit, c'est le moment où il enleva sa veste à cause de la chaleur de la maison et où elle vit son avant-bras gauche net, sans aucune marque. Constance posa le plateau sur la première surface disponible, alla aux toilettes du fond, ferma la porte et respira rapidement pendant près de 2 minutes. Puis elle se lava le visage, le sécha avec le linge accroché au mur, et retourna à la cuisine avec la détermination de quelqu'un qui a pris une décision sans retour. Le dîner de ce soir-là fut tendu d'une manière que seules elle et Simone perçurent. Le faux Renaud se débrouilla bien à table. Il connaissait les noms des voisins, se souvenait d'histoires d'enfance avec des détails convaincants, fit rire Corneille à 2 reprises avec des anecdotes de Paris. Mais à 3 moments distincts, Constance nota des failles qu'aucune répétition ne peut couvrir complètement. Premièrement, il demanda où se trouvaient les toilettes. De manière décontractée, naturelle, sauf que les toilettes de cette maison n'avaient jamais changé de place depuis sa construction, et que Renaud y avait grandi. Deuxièmement, quand Corneille mentionna le vieux chien du domaine par son nom, l'homme ne réagit avec aucune affection. Il se contenta d'hocher la tête. Le vrai Renaud avait pleuré quand ce chien était né et lui avait donné son nom personnellement. Troisièmement, au moment où Simone passa le plat de viande et que leurs regards se croisèrent pour la première fois, il se passa quelque chose d'inattendu. Il détourna les yeux trop vite, non pas comme quelqu'un de timide, mais comme quelqu'un qui calcule combien de temps de contact est sûr. Simone recueillit chacune de ses observations sans altérer son expression. Après le dîner, tandis que Corneille emmenait le jeune homme montrer les changements apportés au domaine ces dernières années, elle alla à la cuisine et trouva Constance seule, frottant la grande marmite avec une force inutile. « Vous avez vu ?» dit Simone. Ce n'était pas une question. Constance arrêta de frotter. Elle se tourna pour lui faire face. « Je sais où se trouve la marque. J'étais là quand c'est arrivé. Cet homme ne s'est jamais rien brûlé à cet endroit de sa vie. » Simone tira le tabouret le plus proche, s'assit, croisa les bras. « Racontez-moi le reste. » Constance raconta tout, les toilettes, le chien, le regard fuyant. Chaque détail sortit dans l'ordre, sans émotion excessive, avec la précision de quelqu'un qui a passé des heures à organiser mentalement ce qu'il avait vu. Quand elle eut terminé, les 2 femmes restèrent silencieuses un moment. « Je suis allé parler au baron, » dit enfin Constance, « avant le dîner. Il m'a renvoyé. »« Maë !» Simone leva les yeux. « Et qu'a-t-il fait après votre départ ?»« Je ne sais pas. Je suis parti comme il l'a ordonné. » Simone resta avec cette question en suspens. Elle connaissait assez bien Corneille pour savoir qu'il ne rejetait pas une information. Il attendait, la gardait jusqu'à pouvoir lui donner une suite. Le fait qu'il ait renvoyé Constance sans discussion ne signifiait pas qu'il avait ignoré ce qu'il avait entendu. Cela signifiait qu'il était entré dans un mode qu'elle reconnaissait. Traitement interne, porte fermée au monde. Le problème était que ce mode pouvait durer des heures ou des jours. Et il n'avait pas de jour. L'avocat arriverait dans 48 heures pour la signature du transfert du domaine. « Ne parlez de ça à personne d'autre, » dit Simone en se levant. « Ni à Benoît, ni au vicaire, ni à aucun des autres.
seulement à moi. Constance acquiesça. Simone alla à la fenêtre de la cuisine et regarda la cour sombre, où au loin, la lanterne de Corneille se déplaçait entre les étables, tandis qu'il montrait le domaine à l'homme qui prétendait être son fils. Elle avait besoin d'une preuve irréfutable, pas une cicatrice absente, parce qu'un homme désespéré de croire trouve toujours une explication à une cicatrice qui disparaît. Elle avait besoin de quelque chose que l'imposteur lui-même ne pourrait nier. Et pour trouver cela, elle devait entrer dans sa chambre, avant qu'il ne se rende compte qu'il avait été démasqué. Mais il y avait autre chose que Simone ne savait pas encore et qui allait complètement changer l'ampleur du problème. Cette même nuit, pendant que Corneille dormait, quelqu'un avait mis quelque chose dans la bouteille de Porto que le baron buvait chaque matin avant le petit déjeuner. Pas un poison à effet rapide, quelque chose de plus patient, de plus difficile à tracer. Le genre de chose qui fait qu'un homme malade semble simplement plus malade, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de distinguer ce qui est la maladie et ce qui est l'aide qu'elle a reçue. Le faux Renaud n'était pas seulement venu pour signer des documents, il était venu pour s'assurer que Corneille ne vivrait pas pour changer d'avis. La maison s'endormit par étapes. D'abord les domestiques à l'arrière, puis Benoît dans sa petite chambre à côté de la grange. Puis les lumières du couloir du premier étage furent éteintes une par une. La chambre de Corneille resta allumée jusqu'à près de minuit. Simone le savait car il y avait un filet de lumière sous la porte qu'elle reconnaissait depuis la première année de leur mariage. Quand il disparut, elle attendit encore 40 minutes avant de bouger. La chambre du faux Renaud se trouvait au deuxième étage, au fond du couloir de droite. C'était la même chambre qui avait appartenu au vrai fils. Corneille avait fait préparer le lit, changer les draps, mettre une nouvelle cuvette avec de l'eau fraîche. Un accueil complet pour un retour que toute la maison avait décidé de croire avant toute vérification. Simone prit le plus petit bougeoir, celui qui faisait le moins de flammes, et monta les escaliers par le côté gauche. Les marches du côté droit grinçaient à la 3e et à la 7e. Elle le savait depuis 20 ans. Au 2e étage, le couloir était sombre, à l'exception d'une fenêtre au fond qui laissait entrer la faible lueur de la lune. Suffisant pour marcher sans trébucher, insuffisant pour être vu de loin. Elle s'arrêta devant la chambre du faux Renaud et écouta. Respiration régulière, lourde, l'homme dormait ou faisait très bien semblant. La poignée céda sans bruit. La porte s'ouvrit d'une paume, de 2 paumes, assez pour qu'elle puisse entrer de côté sans heurter le bougeoir contre le bois. La chambre sentait le cuir des malles et quelque chose de plus sec, presque chimique, qu'elle ne reconnut pas immédiatement. L'homme était allongé sur le dos, le visage tourné vers le mur opposé. Les 2 malles en cuir anglais étaient empilées dans un coin, la plus petite sur la plus grande, toutes 2 fermées par un cadenas. Il y avait cependant un sac de voyage plus petit, ouvert sur la chaise à côté du bureau. Simone se dirigea vers le sac à pas mesurés, le bougeoir incliné pour ne pas faire couler de cire. À l'intérieur se trouvaient les objets prévisibles d'un homme qui vient d'arriver. Un rasoir, du savon à barbe, un mouchoir brodé, un petit carnet à couverture noire. Elle passa les doigts sur le bord du carnet sans l'ouvrir. Ce n'était pas là. Un homme qui planifie ne laisse pas ses plans à portée de main. Puis elle vit la veste. Elle était pliée sur le dossier de la chaise sous le sac. Elle la souleva avec 2 doigts et passa la main dans les poches intérieures avec le genre de calme que l'on apprend que lorsqu'on a passé toute sa vie à devoir être invisible. Dans la poche droite, rien. Dans la poche gauche, un papier plié en 4. Le pli usé sur les bords à force d'être ouvert et refermé. Elle le déplia lentement, le tint près du bougeoir. Il y avait 3 lignes écrites à la main, d'une petite écriture inclinée vers la droite. Signature jeudi, remède, dose doublée jeudi, après ça, naturel. Simone le relut 2 fois. Non par doute, mais par nécessité de graver chaque mot dans sa mémoire avec une précision chirurgicale avant de replier le papier exactement comme il était. Remède, dose doublée jeudi. Le médecin du village avait prescrit à Corneille un composé pour les reins, elle le savait.
Elle savait aussi que le flacon se trouvait sur la table de chevet de sa chambre et qu'il le prenait seul, sans témoin, chaque matin avant de descendre pour le petit déjeuner. Quelqu'un était en train d'altérer ce flacon, ou allait le faire jeudi, ou avait déjà commencé avant, ce qui signifiait que le faux Renaud n'était pas arrivé seul dans ce domaine. Il était arrivé avec des instructions, et il y avait quelqu'un à l'intérieur qui savait où se trouvait la chambre de Corneille, où se trouvait le flacon, et comment y entrer sans être vu. Elle plia le papier, le remit dans la poche, replia la veste sur le dossier. L'homme dans le lit ne bougea pas. La sortie fut plus dangereuse que l'entrée. Dans le couloir du 2e étage, la porte de la chambre déjà refermée derrière elle, elle se tourna pour retourner aux escaliers et s'arrêta. Au bout du couloir, adossé au mur près de la fenêtre éclairée par la lune, il y avait une silhouette. Ce n'était pas le faux Renaud, c'était Thibault. Thibault avait 41 ans, était arrivé au domaine acheté lors d'une vente à Chinon 12 ans plus tôt. Et depuis 4 ans, il était responsable de la cave et de l'office, les clés à la ceinture, avec accès à tout ce qui entrait et sortait de la cuisine. Corneille lui faisait confiance, avec le naturel de celui qui n'a jamais eu de raison de ne pas le faire. Il se tenait dans le couloir à 2 heures du matin avec une expression qui n'était pas de la surprise, mais de l'évaluation. Ils se regardèrent pendant une seconde qui valait plus que la plupart des conversations. Simone ne détourna pas le regard. Thibault n'expliqua pas ce qu'il faisait là. Aucun des deux ne dit rien. Non par complicité, mais parce que toute parole dans ce couloir était un pari que les deux comprirent en même temps qu'il ne valait pas la peine de faire là. Thibault fit demi-tour et descendit par l'escalier de service. Simone resta où elle était, le bougeoir bas, écoutant ses pas disparaître en bas. Puis elle regarda la porte fermée de la chambre de Corneille au bout du couloir et fit un calcul rapide. Si Thibault avait accès à la cave et à l'office, il avait accès à la bouteille de Porto que le baron buvait chaque matin. Il avait accès au flacon de médicaments s'il savait où il se trouvait. Il avait accès à toute la cuisine et était réveillé à 2 heures du matin au 2e étage sans aucune raison domestique qui le justifie. La note dans la poche de la veste disait « dose doublée jeudi ». Aujourd'hui, c'était mardi. Cela signifiait que le jeudi matin, avant la signature, Corneille Lambert prendrait quelque chose qu'il ne devrait pas prendre, et que s'il tombait malade assez vite, ou pire, le faux héritier serait aux côtés du médecin expliquant que son père allait mal depuis quelques semaines. 44 heures. Constance se réveilla quand Simone ouvrit la porte de la petite chambre du fond où elle dormait. Pas besoin de lampe. Elle reconnut la silhouette et le pas. « Lève-toi » dit Simone à voix basse. « Nous devons parler maintenant. » Elles allèrent à l'office, qui était séparé de la cuisine principale par un mur épais et une porte lourde, la seule pièce de la maison où une conversation à 2 heures du matin ne traverserait pas les murs. Simone posa le bougeoir sur l'étagère la plus haute, se mit en face de Constance et alla droit au but. Elle parla de la note, de ce qui y était écrit, de Thibault dans le couloir. Constance écouta tout sans l'interrompre. Quand Simone eut terminé, elle avait la mâchoire légèrement contractée, non de larmes, mais de colère contenue, le genre qui chauffe lentement et brûle plus longtemps. « Thibault », dit-elle. Le nom sortit comme la confirmation de quelque chose qu'elle était encore en train de digérer. Il a les clés de la cave depuis l'année dernière. C'est Corneille lui-même qui les lui a données. « Je sais. Et vous allez parler au baron demain matin ?» Simone mit un moment à répondre, non par hésitation, mais parce que la réponse dépendait d'une variable qui n'était pas encore résolue. Si j'arrive devant le baron avec cette note, il voudra confronter le jeune homme, et le jeune homme niera, dira que ce n'est pas son vêtement, qu'il ne sait pas d'où ça vient. Il construira une histoire en 30 secondes, parce que c'est exactement le genre de chose pour laquelle il est venu préparer. Elle marqua une pause. J'ai besoin de quelque chose qu'il ne pourra pas nier devant le baron et l'avocate en même temps. Alors, madame a besoin d'un témoin. J'ai besoin de plus qu'un témoin. Un témoin, il le détruit. J'ai besoin d'une preuve qui tienne debout quand il la poussera. Constance regarda les étagères de l'office sans but précis,
comme quelqu'un qui balaie sa mémoire plutôt que l'environnement. Après quelques secondes, elle se tourna vers Simone avec quelque chose de différent sur le visage. Pas une solution, mais le début d'une. Le jeune Renaud avait une tache de naissance, dit-elle lentement, derrière le cou, sous les cheveux, petite, foncée, en forme de haricot. Je l'ai vu des centaines de fois quand je le coiffais, enfant. Ce n'est pas le genre de chose qui disparaît. Simone resta immobile. Et vous pourriez voir si cet homme a ou n'a pas cette tache. S'il enlève sa veste et sa chemise, je la verrai. Ou s'il se met dos à une bonne lumière. Constance fit une pause. Au petit déjeuner, il sera à table avec le baron, le cou à découvert. C'était un risque calculé. Si la tache n'était pas là, elles avaient une deuxième preuve, plus difficile à contester que la cicatrice absente, car une tache de naissance ne disparaît pas et n'est pas oubliée lors d'une opération ou d'un accident. Si elle était là, ce que Simone considéra honnêtement une seconde, alors elle devrait tout réévaluer. Mais il y avait une complication qu'aucune des deux n'avait encore dite à voix haute. Thibault les avait vus dans le couloir. Thibault qui avait les clés de la cave. Thibault qui était réveillé à 2 heures du matin au 2e étage, sans explication. Thibault qui, à partir de ce moment, savait que Simone était sortie de la chambre du faux Renaud avec un bougeoir allumé et un visage qui n'était pas celui d'une promenade nocturne. S'il allait voir l'imposteur avant le petit déjeuner, tout le plan changerait de forme, avant même d'avoir commencé. « Tu vas rester éveillé », dit Simone à Constance, avec une fermeté qui ne laissait aucune place à la négociation. « Et si Thibault quitte les communs avant l'aube, tu viens m'appeler immédiatement. » Constance acquiesça. Simone prit le bougeoir, ouvrit la porte de l'office et sortit dans le couloir sombre. Il lui restait 43 heures avant la signature. Elle avait une note de 3 lignes qui pointait vers un meurtre planifié. Elle avait un complice qui savait qu'elle savait, et elle avait un mari dormant à l'étage qui, ce matin même, allait boire la première gorgée de quelque chose qu'elle devait intercepter avant que cela n'atteigne son verre. Le problème d'avoir découvert les choses trop tôt, c'est qu'il y avait encore du temps pour que tout tourne mal. Le petit déjeuner au domaine Lambert était toujours servi à 7 heures précises. Non par rigidité de Corneille, mais par une vieille coutume que la maison avait absorbée comme son propre rythme. Brioche, beurre, café doublement filtré et la bouteille de Porto sur le buffet. Ce matin-là, la bouteille n'était pas là. Le faux Renaud entra dans la salle à manger déjà habillé, veste et tout, comme quelqu'un qui ne se permet pas d'apparaître débraillé. Il salua Corneille d'une tape sur l'épaule, un geste désinvolte, trop familier pour quelqu'un arrivé il y a moins de 24 heures. Simone observa cela de l'autre côté de la table, tout en versant du sucre dans le café avec une cuillère qui ne faisait pas de bruit. « Où est le Porto de papa ?» demanda l'homme en regardant le buffet vide. Le mot tomba au centre de la table, comme une pièce sur une assiette en métal. « Papa ». Renaud n'avait jamais appelé Corneille « papa ». Depuis qu'il avait appris à parler avec aisance, c'était « père », direct, sans le diminutif affecté qui appartenait aux jeunes enfants ou aux gens qui avaient besoin de paraître plus proches qu'ils ne l'étaient. Corneille cligna des yeux une seule fois. Puis il regarda la tasse dans sa propre main. « Constance l'a jetée, » dit Simone, avec un naturel qui lui coûta un effort. « Elle a dit qu'il avait tourné. » L'homme hocha la tête, s'assit, prit un morceau de brioche. Sujet clos pour lui. Mais Simone avait vu ce que Corneille avait vu, cette demi-seconde où les yeux de l'imposteur s'étaient portés sur le buffet vide, avec une expression qui n'était pas de la déception pour le manque de vin, mais du calcul. Le test vint avant la fin du petit déjeuner, et ce ne fut pas Simone qui le fit passer, mais Corneille. Sans préface, sans changement de ton, tout en tenant encore sa tasse, il dit « Tu te souviens du jour où toi et Sultan êtes montés sur le toit de la vieille grange et que Benoît a dû venir vous chercher avec un bâton à la main ?» Le faux Renaud eut un petit rire. « Comment oublier ? J'ai pris la plus grande semonce de ma vie. » Corneille hocha la tête, but son café. Simone garda une expression neutre. La vieille grange avait été démolie quand Renaud avait 13 ans, 4 ans avant son départ pour Paris.
Sultan était le nom du chien qui était mort 2 ans avant la démolition de la grange. Et Benoît n'était arrivé au domaine comme régisseur que lorsque Renaud était déjà à Paris depuis 3 ans. Les 3 éléments de l'histoire étaient réels, mais appartenaient à des époques complètement incompatibles. Aucun des 3 n'avait existé en même temps. Corneille avait monté un piège avec des pièces vraies au mauvais endroit, et l'homme y était tombé sans hésiter. Sous la table, le genou de Corneille toucha celui de Simone pendant 1 seconde. Elle ne bougea pas. Elle avait compris. Dans la cuisine, la matinée se déroulait différemment. Constance était arrivée tôt, avant que le café ne soit servi, et avait trouvé Benoît adossé au mur du fond, les bras croisés. Benoît était le régisseur, la quarantaine, le corps large, un homme de peu de mots, qui avait rarement de raison d'être dans la cuisine. Sa présence là, à cette heure, sans tache visible, était un message en soi. « Bonjour, Constance, » dit-il sans bouger du mur. « Bonjour, j'ai entendu dire que vous êtes allé parler au baron hier soir. » Elle continua d'allumer le poêle, le dos tourné. Ses mains ne tremblèrent pas. Elle avait appris au fil des ans que montrer une réaction, c'était donner une information. « C'est exact, » dit-elle. « À quel sujet ? De choses qui ne vous regardaient pas, Benoît. » Le silence qui suivit n'était pas vide, il était chargé, comme l'air avant un orage, quand il n'y a pas encore de nuages visibles. Il se décolla du mur, fit 2 pas dans sa direction et s'arrêta assez près pour parler bas, sans avoir besoin de chuchoter. « Le jeune homme qui est arrivé hier est l'héritier du baron, » dit-il. « Tout ce qui perturbe son arrivée perturbera beaucoup de gens qui dépendent de ce domaine. Vous me comprenez ?» Constance se tourna pour le regarder en face. « Vous me comprenez ?» répéta-t-il. « Je comprends que monsieur est dans ma cuisine au lieu d'être dans les pâturages, » dit-elle. « Et ça, c'est quelque chose que le baron trouverait étrange si j'allais le lui raconter. » Benoît resta immobile, puis recula d'1 pas, remit son chapeau qu'il avait enlevé et sortit par la porte du fond sans un mot de plus. Mais avant de tourner le coin, il s'arrêta 1 demi-seconde, le genre de pause qui n'était pas une hésitation, mais un avertissement. Constance attendit que le bruit de ses pas disparaisse dans la cour, puis elle alla à la petite fenêtre qui donnait sur le côté de la maison et observa Benoît traverser la cour en direction des étables. Mais au lieu d'entrer dans l'étable, il prit le chemin du portail latéral. Le chemin qui menait à la route, le chemin qui, si on le suivait pendant 40 minutes à cheval, menait à la propriété du lieutenant Fournier. Elle devait prévenir Simone avant la fin du petit déjeuner. L'occasion se présenta lorsque le faux Renaud demanda la permission d'aller aux toilettes, cette fois sans demander où elle se trouvait, ce qui signifiait qu'il avait mémorisé le chemin de la veille. Corneille resta seul dans la salle à manger un moment. Et c'est dans cet intervalle que Constance entra avec l'excuse de ramasser les tasses et chuchota 3 mots à Simone en empilant la vaisselle. « Benoît, Fournier, maintenant. » Simone ne modifia pas sa respiration. Quand le faux Renaud revint, il trouva la table complètement débarrassée et Simone debout près de la fenêtre, commentant le temps chaud. Tout en place, rien d'anormal. Mais Corneille avait changé de position. Il était debout lui aussi, adossé à l'encadrement de la porte menant au couloir, les mains dans les poches, et cette expression spécifique que Simone connaissait des négociations difficiles, ni hostiles, ni amicales, neutre comme un juge est neutre avant de rendre son verdict. « Renaud, dit-il, je veux te montrer quelque chose dans la nouvelle grange après le déjeuner. » L'homme sourit. « Bien sûr, père. » Père, cette fois, sans le diminutif. Il avait corrigé, il avait perçu l'erreur du petit déjeuner et l'avait corrigé, ce qui était en soi une confirmation qu'il y avait une erreur à corriger. Simone quitta la pièce avant que le déjeuner ne soit fixé, monta dans sa chambre, ferma le verrou et resta debout avec les 2 nouvelles informations alignées dans sa tête. Benoît allant chez Fournier et l'imposteur corrigeant son propre vocabulaire en temps réel. Il y avait quelque chose de troublant dans la vitesse de cette correction. Ce n'était pas celle de quelqu'un qui a fait un lapsus par nervosité.
C'était celle de quelqu'un entraîné à surveiller ses propres erreurs et à les corriger avant qu'elles ne se cristallisent. Ce genre de discipline ne s'apprend pas en quelques semaines. Il s'apprend en des mois de préparation minutieuse avec quelqu'un de l'autre côté qui corrige, exige, répète jusqu'à ce que cela devienne un réflexe. Ce qui signifiait que l'homme avait été préparé par quelqu'un qui avait du temps, de la patience et un accès profond à la routine de la famille Lambert. Deux problèmes différents avec la même signification. L'horloge s'était accélérée. Benoît allant chez Fournier signifiait que quelqu'un avait compris que Constance avait parlé. Et si Fournier savait qu'il y avait des soupçons au domaine avant la signature, la réponse logique était d'anticiper le plan, de ne pas attendre l'avocat, de faire quelque chose avant. Et Corneille, invitant l'imposteur à la nouvelle grange après le déjeuner, seul sans prévenir Simone, signifiait que le baron avait décidé d'agir seul, sans stratégie combinée, sans témoin, avec la certitude tranquille de celui qui a passé sa vie à résoudre ses propres problèmes. Et il n'avait pas encore appris que certains problèmes sont trop grands pour un seul homme, surtout un homme avec une toux qui empirait d'heure en heure. Le problème était simple et dévastateur. Corneille avait monté un brillant piège verbal au petit déjeuner. Mais un piège verbal prouve qu'un homme ment, pas qu'il est dangereux. Et un homme venu préparé pour tuer ne se laisserait pas coincer par une conversation dans une grange. Il se sentirait coincé par une conversation dans une grange et prendrait une décision irréversible. Simone sortit le papier de son décolleté, l'ouvrit, regarda le numéro de dossier. Il y avait une personne qui connaissait ce numéro et qui n'était ni Fournier ni l'avocat. Une personne qui naviguait entre les deux mondes avec suffisamment de crédibilité pour ne pas éveiller les soupçons dans aucun d'eux. Une personne qui avait été au domaine ces dernières semaines pour un motif apparemment légitime. Le médecin. Le médecin qui avait diagnostiqué Corneille 6 mois plus tôt, qui était revenu 2 fois depuis pour un suivi, qui connaissait l'état de santé du baron avec une précision chirurgicale, et qui savait mieux que quiconque combien de temps Corneille aurait sans l'aide de la maladie et combien de temps il lui faudrait avec elle. Simone alla au secrétaire de la chambre, ouvrit le tiroir de droite et chercha la carte que le médecin avait laissée lors de sa dernière visite. « Docteur, Antoine Rousseau, ville de Tours. » Elle retourna la carte. Au verso d'une petite écriture hâtive, il y avait une adresse différente de celle du cabinet, une rue qu'elle ne reconnaissait pas. Il n'était pas rare que les médecins aient une adresse résidentielle distincte de leur adresse professionnelle, sauf que le numéro de la rue avait 7 chiffres, exactement le même format que le numéro écrit sur le papier qu'elle avait trouvé. L'accusation éclata au milieu de la cour, devant 6 ouvriers et le régisseur remplaçant qui avait pris les rondes du matin pendant que Benoît était absent. Le faux Renaud sortit de la maison avec la plus petite malle sous le bras, l'apportant lui-même sans demander d'aide. Il alla droit au milieu de la cour et posa la malle par terre. L'ouvrit. Se tourna vers Constance, qui se trouvait de l'autre côté de la cour, portant un seau d'eau, et pointa le doigt. « Elle manque un objet ici, un portrait dans un cadre en bronze. » La voix était contrôlée, ferme, sans colère apparente. Pire que la colère. « Êtes-vous entré dans ma chambre ?» Tout le monde s'arrêta. Constance lâcha le seau. L'eau frappa le sol en terre battue, s'étala. Elle ne regarda pas le sol, elle fixa l'homme avec une expression qui n'était ni culpabilité ni innocence. C'était celle de quelqu'un qui vient de comprendre que l'échiquier a tourné et que les pièces sont dans des positions qu'elle n'a pas choisies. « Je ne suis pas entrée, » dit-elle. « Le portrait était dans la malle hier soir. Ce matin, il n'y est plus. » Il balaya du regard les ouvriers, incluant chacun d'eux dans ce jugement improvisé. Quelqu'un est entré dans cette chambre pendant la nuit. Un des ouvriers bougea, mal à l'aise. Un autre regarda Constance. Le mécanisme social de ce moment était brutal dans sa simplicité. Une accusation publique, sans preuve de défense immédiate, dans une hiérarchie où la parole d'un héritier pesait plus que la négation d'une domestique. Et tout le monde dans la cour le savait.
Constance le savait mieux que tous. « Appelez le baron », dit-elle, avec un calme qui lui coûta plus que tout ce qu'elle avait fait ces 2 derniers jours. Le faux Renaud n'avait pas perdu la miniature, et c'est ce qui rendait l'accusation plus dangereuse qu'elle n'y paraissait. Simone comprit cela à la seconde où elle entendit l'agitation depuis la fenêtre de l'étage. Elle avait replacé la veste par-dessus la miniature la nuit précédente, mais pas avec le pli d'origine. Une différence minime, suffisante pour qu'un homme méticuleux remarque que quelqu'un y avait touché. Pour cette raison, il n'accusait pas parce qu'il avait perdu quelque chose. Il accusait pour identifier qui savait pour la miniature et neutraliser cette personne avant qu'elle ne parle. C'était de l'exécution, pas de l'improvisation. Simone descendit les escaliers d'un pas normal, sans courir, car courir signalerait l'alarme, et arriva dans la cour avec l'expression d'une maîtresse de maison appelée pour résoudre une question domestique courante. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, en regardant l'imposteur avec une neutralité étudiée. « Il manque un objet de ma malle » répéta-t-il. « Un portrait de famille. »« Un portrait de famille » dit-elle lentement, comme quelqu'un qui réfléchit. « De quelle famille ?» La question flotta dans l'air. Elle était trop simple pour être un piège, et c'est précisément pour cela qu'elle en était un. Le vrai Renaud aurait répondu sans hésiter « De ma mère, Madame Élise ». C'était le seul portrait qu'un fils aurait eu du sens de rapporter de Paris. La miniature que Simone avait vue n'était pas de Madame Élise. C'était celle d'une femme qu'aucun membre de cette famille ne reconnaîtrait. Et l'homme avait moins de 3 secondes pour répondre avant que le silence ne devienne une réponse. « De ma mère », dit-il. Simone hocha lentement la tête. Alors il a dû tomber quelque part pendant que l'on rangeait la chambre. « Constance, vous pourrez aider à le chercher plus tard ?» Constance dit que oui. L'imposteur fixa Simone une seconde de trop, et cette fois, ce n'était pas du calcul, c'était de la reconnaissance. 2 adversaires s'identifiant sur un champ de bataille qu'aucun des 2 n'avait nommé à voix haute. Les ouvriers retournèrent à leur travail. La cour reprit son rythme, mais quelque chose avait changé de position sur cet échiquier, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. À l'intérieur, au même moment, le faux Renaud avait appris le nom qu'il utilisait maintenant à Paris, 3 ans plus tôt, d'un homme aux cheveux grisonnants qui avait réglé ses dettes en échange d'une condition, disparaître de Paris et réapparaître en Touraine en tant que quelqu'un d'autre. Il avait reçu un dossier avec des lettres, des portraits et des histoires du domaine transcrites en petits caractères. Étudiez. Vous avez 8 mois. Ce que l'homme n'avait pas calculé, c'est que la femme du baron serait ce genre de femme. On l'avait prévenu que Simone était intelligente. On ne l'avait pas prévenu qu'elle était rapide. Il n'avait perçu cette différence que lorsqu'elle avait demandé de quelle famille, avec cette voix de maîtresse de maison qui n'était la voix d'aucune maîtresse de maison. Elle savait pour la miniature. Il avait perdu le seul avantage qu'il jugeait sûr. Il lui restait 2 choix, reculer et perdre du terrain, ou avancer avant l'heure prévue. Lagrange rendait possible une 3e option qui ne dépendait de personne d'autre. Corneille alla seul à Lagrange. Simone avait essayé de l'intercepter avant le déjeuner. Elle lui avait dit avec toute la clarté que la situation permettait, sans faire de scène dans la maison, qu'il ne devait pas y aller non accompagné. Elle avait dit que l'homme avait compris que quelqu'un savait pour la miniature. Elle avait dit qu'une confrontation directe maintenant, sans preuve solide en main, c'était livrer le seul avantage qu'ils avaient encore. Corneille avait tout écouté, avait hoché la tête, avait dit « Je sais ce que je fais ». C'était la phrase la plus dangereuse qu'un homme pouvait prononcer. À 14 heures, le faux Renaud traversa la cour en direction de la nouvelle grange et Corneille était déjà à l'intérieur, attendant debout près des lattes de bois où les harnais étaient suspendus, les mains dans les poches et cette expression de juge que Simone avait reconnue au petit déjeuner. « Ferme la porte », dit Corneille. L'homme ferma, resta dos à la porte un moment, vérifiant qu'il n'y avait personne d'autre à l'intérieur, puis il se retourna. « Vous voulez me dire quelque chose, père ? Je veux te demander quelque chose, dit Corneille. Sultan est mort en 1861.
La vieille grange a été démolie en 1863. Benoît est arrivé ici en 1867. Pause. Comment les trois se sont-ils retrouvés ensemble dans la même histoire que tu m'as racontée ce matin? L'imposteur resta immobile. J'ai dû mélanger les dates, dit-il. Ça fait de nombreuses années. Renaud est né en 1846, dit Corneille. Tu le sais, ça? Bien sûr. Alors dis-moi, quelle est sa date de naissance? 2 secondes. 3. Mars 1846, dit l'homme. Renaud est né en septembre, dit Corneille, et tu n'es pas mon fils. Ce qui se passa dans les 3 secondes suivantes n'était pas ce que Corneille avait prévu, car Corneille avait prévu une confrontation, pas une agression. Mais l'homme traversa la grange en 2 enjambées et poussa le baron contre le mur de latte avec assez de force pour faire tomber les harnais. Corneille perdit l'équilibre, tomba au sol, l'épaule la première, et avant qu'il ne puisse se relever, l'homme était à genoux sur lui, bloquant ses mouvements de tout son poids. « Vous ne parlerez à personne. » La voix sortit maintenant sans aucune trace de Renaud, sa propre voix, différente. « Monsieur est malade, il devient confus, il voit des ennemis là où il y a de la famille, c'est ce que tout le monde entendra. » Corneille cracha le sang de sa lèvre fendue. « Y compris l'avocat, continua l'homme, qui confirmera que le baron, malheureusement, n'est pas en état de prendre des décisions seul et qui signera tout comme prévu, parce que la signature sera attestée par des personnes que j'ai choisies. » Il se leva, ajusta sa veste, sortit de la grange, laissant la porte ouverte. Constance vit l'imposteur revenir avec sa veste ajustée et le pas tranquille de celui qui a accompli une tâche. Elle le vit parce qu'elle était sortie de la cuisine, feignant d'étendre du linge au soleil, observant chaque mouvement de la cour depuis que Simone lui avait chuchoté dans le couloir « Ne quitte pas la grange des yeux !» Elle compta jusqu'à 20 après que l'homme fut entré dans la maison. Puis, elle alla à la grange. Elle trouva Corneille assis par terre, le dos contre le mur, la lèvre coupée, la main droite tenant son épaule gauche. Il essaya de se lever quand elle entra. Elle ne le laissa pas faire, tira le tabouret de traite du coin, s'assit à côté de lui. « Vous pouvez me donner votre bras ?» dit-elle, sans demander ce qui s'était passé. Corneille tendit le bras. Elle vérifia l'épaule avec ses mains. Pas déboîtée, mais meurtrie. Elle resta un moment à regarder le baron qui l'avait renvoyé 2 jours plus tôt, quand elle avait essayé de dire la vérité. Il ne s'excusa pas. Elle ne s'y attendait pas. « Il faut que monsieur reste ici, » dit-elle. 10 minutes. « Pourquoi faire ? » ?»« Pour que j'aille chercher Simone sans qu'il me voie. » Corneille hocha la tête, cette fois, sans dire qu'il savait ce qu'il faisait. Simone arriva à la grange avec le papier à la main et une décision prise dans l'intervalle entre la réception du message de Constance et sa sortie par la porte de derrière. L'imposteur avait montré qu'il utiliserait la force. Corneille était blessé. Benoît compromis. L'avocat arriverait dans moins de 36 heures. Attendre la preuve parfaite n'était plus une option. Le papier avec le numéro de dossier pointait vers un endroit où les documents d'identité étaient conservés et, si nécessaire, falsifiés. Le notaire de Tours. Si les documents du faux Renaud avaient été contrefaits, il y avait un notaire qui les avait enregistrés. Les notaires gardent des copies, les copies laissent des traces. Tours était à 6 heures de cheval. Corneille la regarda depuis le sol, la lèvre enflée, les yeux d'un homme qui avait compris de manière irréversible le coup d'avoir agi seul. « Qui va y aller ?» demanda-t-il. « J'y vais », dit Constance depuis la porte de la grange. Elle se tenait sur le seuil, le tablier noué, avec une expression qui ne demandait pas la permission. « Je connais le notaire, il connaissait mon ancien maître. Si je me présente avec ce papier, il m'écoutera. » Simone lui tendit le papier sans hésiter. 34 heures avant la signature. 6 heures aller, 6 heures retour, 22 heures dans une étude de notaire où quelqu'un avait déjà falsifié des documents une fois et où ce quelqu'un avait certainement des alliés. C'était peu, c'était risqué. C'était la seule direction qui pointait encore hors de ce siège.
La route de Tours était en terre battue et poussière rouge, assez large pour que deux charrettes se croisent, mais Constance y était seule, à cheval, penchée en avant, le soleil de l'après-midi sur la nuque et la sensation croissante que les sabots de l'animal faisaient trop de bruit pour le silence environnant. Elle ne se trompait pas. Il y avait trop de bruit. Benoît sortit du bois sur le côté à 200 mètres du portail du domaine, son cheval en travers de la route et les mains ouvertes, sans armes visibles, ce qui était presque plus effrayant que s'il en avait eu une. Constance tira les rênes, le cheval renâcla. Ils restèrent immobiles, face à face, le soleil déclinant vers l'ouest et la poussière du chemin encore en suspension dans l'air. « Tu n'arriveras pas à Tours avant la nuit », dit Benoît. Ce n'était pas une menace, c'était un fait, et ils le savaient tous les deux. « Je camperai à mi-chemin et j'arriverai demain matin. » Constance. Il descendit de cheval, attacha l'animal à une branche et se dirigea vers elle à pied, les bras toujours ouverts. « Je ne veux pas te faire de mal. Alors, ôte-toi de mon chemin. » Il s'arrêta à 3 mètres. « J'ai une fille, dit-il. 7 ans. Sa mère est domestique, au domaine de Fournier. Pause. On m'a promis sa liberté si je collaborais. Une lettre signée par le juge. Elle devait sortir de là ce mois-ci. » Constance le regarda. Le problème avec l'histoire de Benoît, c'est qu'elle sonnait vraie. Non pas comme les mensonges bien construits sonnent vrais, mais de la manière spécifique et irrégulière des choses réelles, avec des détails que personne n'inventerait parce qu'ils ne rendent pas le récit plus convaincant. 7 ans. Domaine de Fournier. Lettre du juge. « Et si je passe ?» dit-elle. La lettre disparaît. « Si tu passes, l'accord disparaît. » Il baissa les bras. « Mais si tu ne passes pas, l'accord ne vaut plus grand-chose non plus, parce que maintenant, il y a du sang du baron sur le sol de la grange et un médecin en route pour le domaine, et ce plan n'a plus de fin propre. » Ce détail, médecin en route, frappa Constance comme un seau d'eau froide. « Quand arrive-t-il » ? Il est déjà arrivé. Au domaine, le docteur Antoine Rousseau avait attaché son cheval au poteau de l'entrée à 15 heures, enlevé son chapeau et demandé à parler au baron Corneille Lambert avec le naturel de quelqu'un qui a été convoqué, sauf que personne ne l'avait convoqué. Simone descendit les escaliers à temps pour voir le médecin entrer par la porte d'entrée avec le faux Renaud à ses côtés, la main de l'homme posée sur le dos du docteur, comme pour guider un invité attendu. « Docteur » dit-elle en bloquant le couloir, « Madame Lambert. » Il inclina la tête. « On m'a informé que le baron s'est senti mal tout à l'heure. Chute, blessure, confusion ultérieure. Je suis venu vérifier. » « Qui vous a prévenu ?»« Son fils. » Simone se tourna vers le faux Renaud avec une expression qui lui demanda un effort pour ne pas être autre chose. « Mon mari se repose, » dit-elle. « Il n'y a eu aucune confusion. Il y a eu un différend. »« Avec tout le respect que je vous dois, Madame Lambert, » dit le médecin, et il y avait dans son ton quelque chose qui n'était pas de l'irrespect, mais une fermeté institutionnelle, le genre qui vient d'un homme habitué à être l'autorité technique. Monsieur Renaud a décrit des symptômes qui nécessitent une évaluation. Agressivité soudaine, désorientation, chute avec blessure. En tant que médecin responsable du suivi du baron, j'ai l'obligation de... Corneille. La voix venait du haut de l'escalier. Tous levèrent les yeux. Corneille se tenait dans le couloir de l'étage supérieur, la chemise à moitié ouverte, le pansement sur l'épaule droite déjà taché de sang séché, et une expression de pure fatigue. Pas de la faiblesse, mais la fatigue spécifique d'un homme qui a passé la journée à découvrir à quel point il avait été sous-estimé par ses propres ennemis. « Docteur Rousseau, » dit-il, « montez. » Ce qui se passa dans la chambre de Corneille pendant les 20 minutes suivantes, Simone ne le vit pas. Elle resta à l'extérieur de la porte fermée avec le faux Renaud à 4 mètres d'elle dans le couloir, tous deux feignant de ne pas attendre la même chose pour des raisons opposées. Vers la 10e minute, elle entendit la voix du médecin. Pas les mots, juste le ton, posé
clinique, avec ce rythme de celui qui documente à voix haute tout en examinant. Puis elle entendit Corneille répondre fermement, sans hésitation. À la 15e minute, le faux Renaud descendit l'escalier sans rien dire. Simone resta. Quand la porte s'ouvrit, le docteur Rousseau sortit le premier et croisa son regard avant toute chose. « Il va bien, dit le médecin. Et le rapport ?» Une pause de 2 secondes qui dura trop longtemps. « Il y a des signes de stress aigu, de privation de sommeil, de tension élevée, dit-il, compatibles avec le tableau déjà documenté. Compatibles aussi avec un homme en bonne santé qui a eu une journée difficile. »« Docteur, » dit Simone, assez bas pour que cela n'atteigne pas la chambre, mais assez fermement pour ne laisser aucun doute. « Vous avez signé un document d'interdiction il y a 3 semaines, basé sur des visites à un homme qui marchait, montait à cheval, gérait des contrats. Je veux savoir ce que vous avez vu lors de ces visites qui a justifié cette signature. » Le docteur resta avec sa mallette à la main, la regardant, et Simone vit là quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Une gêne réelle. Pas la culpabilité calculée de celui qui a été pris. Un malaise authentique de celui qui a fait quelque chose avec lequel il n'était pas entièrement à l'aise, pour une raison qui avait probablement aussi 7 ans et un nom. « Dites-moi une chose, » dit-elle, changeant d'angle avant qu'il ne se referme. « Le vrai Renaud, le fils biologique du baron. Savez-vous où il est ?» Le médecin ouvrit la bouche, la referma. « Vous savez, » dit-elle, « ce n'est pas de mon ressort. »« Il est vivant. » Ce n'était pas une question, c'était une lecture du visage de l'homme, et le visage de l'homme confirma avant que les mots ne viennent ou ne viennent pas. « Il est à Paris, » dit enfin le médecin, avec la voix de celui qui lâche un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Endetté, une dette de jeu qui a été rachetée par des tiers l'année dernière. Tant que la dette existe, il ne peut pas revenir sans être arrêté à son arrivée. La somme est trop élevée pour être payée sans le domaine. Simone resta immobile une seconde. Ce n'était pas un plan pour tuer Corneille et voler l'héritage avec un imposteur. C'était plus sophistiqué et plus cruel que ça. Le vrai Renaud était vivant, endetté, et le domaine qui serait transféré au faux nom serait utilisé comme garantie pour régler la dette qui reviendrait entre les mains de celui qui l'avait racheté. L'imposteur n'était qu'un instrument de transfert. Le domaine ne serait jamais à lui. Elle devait savoir qui avait racheté la dette. « Qui l'a racheté ?» demanda-t-elle. « Je ne connais pas le nom, » dit-il. « Je sais qu'il y a quelqu'un qui a un siège au tribunal régional, quelqu'un qui signe des ordonnances avec assez d'autorité pour faire bouger un juge et un médecin avant que la famille ne se rende compte de ce qui se passe. » Sur la route, Constance avait pris une décision que personne n'avait prévue, pas même elle. Au lieu d'essayer de passer Benoît ou de retourner au domaine, elle était descendue de cheval, s'était mise en face de lui et avait dit « Raconte-moi tout ce que tu sais, tout, et je t'aiderai à récupérer ta fille de la bonne manière. » Benoît l'avait regardée assez longtemps pour qu'elle sache qu'il calculait s'il pouvait faire confiance à une femme qui n'avait rien à offrir d'autre que sa parole. « La bonne manière n'existe pas dans cette histoire, » dit-il. « Elle existe si le baron reste debout, » répondit-elle. « Corneille Lambert donne sa parole et la tient. S'il s'en sort vivant et avec le domaine, il libérera ta fille. Tu me connais depuis 17 ans, tu sais que je ne mens pas. » Benoît regarda la route, puis elle. « Le commanditaire n'est pas Fournier, » dit-il. « Fournier est aussi un outil. Le commanditaire est le conseiller Larcher. Il a un siège au tribunal d'Orléans. C'est lui qui a racheté la dette du vrai Renaud à Paris. C'est lui qui a tout planifié il y a 2 ans, quand il a appris le diagnostic du baron par le médecin. »« Comment le sais-tu ?»« Parce que c'est moi qui ai porté la lettre de Fournier à Larcher il y a 3 mois. » Il baissa les yeux. « Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. » Constance remonta à cheval. « Retourne au domaine, » dit-elle. « Fais ce qu'on te dit jusqu'à mon retour. Ne laisse personne partir avec des documents. »« Et ma fille ?»« Ta fille ?» dit-elle en tournant l'animal vers le portail. « Ça dépend si le baron est vivant demain matin. » Elle talonna et partit.
Simone descendit l'escalier avec le nom en tête, conseiller Larcher, et trouva le faux Renaud dans la salle à manger, un verre à la main, dos à la porte, regardant par la fenêtre la cour où les ouvriers terminaient leur journée. « La signature aura lieu demain », dit-il sans se retourner. Le docteur a recommandé que la procédure ne s'éternise pas, vu l'état du baron. L'avocat a été prévenu. Simone resta à l'entrée de la pièce. « Vous allez perdre, » dit-elle. Il se retourna, la regarda avec son expression réelle, sans le vernis de fils prodigue, sans l'amabilité construite. « Peut-être, » dit-il, « mais vous avez jusqu'à demain matin pour l'empêcher, et l'homme que vous devriez affronter pour cela a assez d'autorité pour vous faire disparaître avant le petit déjeuner. » Il avait raison sur le délai. Elle avait raison sur sa défaite finale. Le problème était que demain matin était encore à de nombreuses heures de distance. Constance était sur la route. Corneille était dans sa chambre avec une épaule blessée et un diagnostic médical qui pouvait être utilisé contre lui à tout moment. Et le conseiller Larcher, à Orléans, ne savait pas encore qu'elle connaissait déjà son nom. C'était le seul avantage qui lui restait, et elle avait une nuit pour transformer cela en quelque chose qui ne pourrait pas être détruit par une ordonnance. La bougie dans la chambre de Corneille brûla jusqu'à l'aube. Ce n'était pas de la planification, c'était une conversation qui avait commencé comme une instruction et était devenue autre chose en cours de route. Simone était entrée dans la chambre avec le papier du dossier judiciaire et en était sortie avec le nom du conseiller Larcher. Et Corneille avait tout écouté, assis sur le bord du lit, le bras immobilisé, avec une expression qui devenait de plus en plus silencieuse, à mesure que l'ampleur du problème devenait claire. Quand elle eut terminé, il regarda le sol un moment. « 2 ans, dit-il. Ils ont planifié ça pendant 2 ans, depuis le diagnostic. Antoine m'a diagnostiqué et est allé directement voir Larcher. Je ne sais pas s'il y est allé directement, mais il y est allé. » Corneille se leva lentement, alla au secrétaire avec son bras valide et ouvrit le tiroir du bas, celui qui était verrouillé. Il en sortit une liasse de documents attachés avec de la ficelle, la posa sur la table et la regarda un moment avec cette expression spécifique d'un homme qui passe sa vie à construire des choses et arrive à une nuit où il doit décider s'il utilise ce qu'il a construit comme un bouclier ou comme une arme. « J'ai un document que je n'ai jamais eu besoin d'utiliser, » dit-il. « Je l'ai fait faire quand la maladie a été diagnostiquée. Une répartition des terres avec des clauses contraignantes. Si une partie est transférée par ordre judiciaire, sans ma signature consciente, tout revient à la commune en amphithéose perpétuelle. Elle ne peut être vendue, hypothéquée, ni utilisée comme garantie de dette. » Simone regarda la liasse. Tout le plan de Larcher dépendait de la conversion du domaine en capital pour régler la dette de Renaud. Sans cela, il n'y avait pas d'instrument. « Pourquoi ne l'avez-vous jamais enregistré ?»« Parce que j'espérais ne pas en avoir besoin. » Ils restèrent silencieux un moment, un silence différent de tous les précédents. Pas de tension, pas de calcul, mais le genre de silence qui existe entre 2 personnes qui sont arrivées au même endroit par des chemins opposés et ne réalisent que maintenant qu'elles allaient dans la même direction depuis le début. « Il faut des témoins, » dit Simone. « 3, avec signature légalisée. L'avocat légalise les signatures. » L'avocat a été convoqué par Larcher. « Mais il n'est pas encore au service de Larcher, dit-elle. Il est au service de celui qui l'a engagé, c'est-à-dire vous, il y a 6 ans, pour l'inventaire de Madame Élise. » Corneille la regarda. « Vous avez bonne mémoire. »« J'en ai besoin, » répondit-elle. La nuit passa, le domaine endormi sur un plan que seules 2 personnes connaissaient. Sur la route de Terre Rouge, Constance avait campé 2 heures et était repartie avant l'aube. Non pas parce qu'elle avait obtenu quelque chose à Tours, mais parce que Benoît lui en avait dit assez pour qu'elle sache que la preuve nécessaire n'était pas en ville, elle était au domaine, dans sa bouche. Elle arriva avant le lever du jour, entra par la cuisine et trouva Benoît assis sur le banc près du poêle éteint, son chapeau entre les mains, attendant comme il l'avait promis. « Tu vas devoir parler à l'avocat, » dit-elle sans enlever son manteau de voyage. « Je sais. »
Ça va annuler l'accord qu'ils ont fait avec toi. Cet accord était pourri depuis le début, dit-il. La promesse d'un homme qui rachète la dette du fils d'un autre ne vaut pas le papier sur lequel elle a été écrite. Ta fille, ma fille aura besoin d'un père qu'elle pourra regarder dans les yeux, dit-il. Non avec grandeur, non avec héroïsme, mais avec la fatigue de celui qui est parvenu à une décision difficile après une nuit blanche et l'a simplement acceptée. Le baron Corneille libère sur parole. Tout le monde ici le sait. S'il s'en sort, la petite s'en sortira. Constance alla au poêle, l'alluma, mit de l'eau pour le café. À 6 heures du matin, quand Simone descendit à la cuisine, elle les trouva tous les deux assis à table, une tasse à la main, et le domaine se réveillant lentement autour d'eux. L'avocat arriva à 10 heures précises. Maître Évariste Moreau entra dans le salon de réception avec sa mallette de documents dans les 2 bras et l'expression de quelqu'un qui préfère les affaires simples et sentait déjà que celle-ci ne le serait pas. Il regarda la composition de la pièce. Le faux Renaud dans un fauteuil, le médecin près de la fenêtre, Corneille en bout de table avec le bras immobilisé, Simone à 2 places de lui, Constance et Benoît à la porte. « Bonjour à tous », dit-il en posant sa mallette avec soin. « Maître Moreau, dit Corneille, avant qu'un seul document ne soit ouvert, j'ai besoin que vous écoutiez certaines choses. En tant qu'avocat de la famille, non en tant que représentant d'une quelconque procédure. » Le faux Renaud décroisa les jambes. « Père, tu parleras après, » dit Corneille. Le ton n'était pas de la colère, c'était de l'autorité. Le genre qui n'a pas besoin d'être élevé parce qu'il existe par lui-même, qui avait disparu pendant quelques jours et revenait maintenant intact. L'avocat s'assit. Corneille regarda le médecin. « Docteur Rousseau, vous avez signé un document d'interdiction il y a 3 semaines. J'aimerais que vous disiez ici, devant Maître Moreau, sur quelle base ce document a été signé. » Le médecin resta près de la fenêtre un long moment. Puis il quitta la fenêtre, s'approcha de la table, ouvrit la mallette médicale qu'il avait laissée sur une chaise et en retira une feuille qu'il posa devant l'avocat. « Ceci est une rétractation, dit-il. Je l'ai signée ce matin. Le baron Corneille Lambert ne présente aucun tableau de détérioration mentale. Les symptômes documentés lors des visites précédentes ont été rapportés par un tiers et je n'ai pas pu les vérifier personnellement avec la rigueur requise. Je signe cette rétractation par responsabilité professionnelle. » Le faux Renaud se leva. « Docteur, asseyez-vous, dit Corneille. » Cette fois, il y avait quelque chose de plus dur dans son ton. L'homme s'assit, mais il y avait maintenant sur son visage quelque chose qui n'était pas du calcul. C'était le début de ce qui arrive à une personne quand le sol sous ses pieds commence à céder et qu'elle réalise qu'il y a beaucoup plus de vide en dessous qu'elle ne l'imaginait. Benoît fit un pas dans la pièce. « Je m'appelle Benoît Carvalho, » dit-il à l'avocat. « Je suis le régisseur de ce domaine. J'ai servi de messager entre le lieutenant Fournier et le conseiller Larcher d'Orléans ces 3 derniers mois. Je peux témoigner par écrit du contenu des communications que j'ai transportées. » Maître Moreau regarda Benoît, puis Corneille, puis le faux Renaud, puis de nouveau Corneille. « Baron, dit-il d'une voix qui avait perdu son ton bureaucratique pour trouver quelque chose de plus humain. « Voulez-vous m'expliquer ce qui se passe ici ?» Ce fut le faux Renaud qui répondit. Non de manière planifiée, mais de la manière dont les choses arrivent, quand une personne a passé des jours à soutenir un rôle et arrive à un point où l'effort de continuer est plus grand que le coup de lâcher prise. « Je m'appelle Arthur, dit-il. La pièce devint complètement silencieuse. Arthur Mercier. Je suis de Bruges. Le conseiller Larcher m'a trouvé il y a 18 mois à Paris, dans un café du quartier latin. Il savait que j'avais une certaine ressemblance physique avec le fils du baron. Il m'a offert assez d'argent pour régler mes propres dettes si j'endossais l'identité assez longtemps pour que le transfert soit fait. Pause. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un vrai fils. Je pensais que c'était une invention sur le papier. Vous saviez pour le poison, dit Simone. L'homme la regarda.
Je l'ai su après mon arrivée, dit-il. Ce n'est pas moi qui l'ai mis. Et quand je l'ai su, j'ai dit à Benoît que c'était allé trop loin, que je n'avais pas signé pour ça. Il regarda Benoît, qui hocha la tête une fois pour confirmer. Mais j'étais déjà dedans, et partir signifiait que la dette me revenait. L'avocat Moreau resta avec son stylo à la main, sans rien écrire pendant un temps considérable. « Baron, dit-il enfin, voulez-vous que je prenne note formellement de tout cela ?»« Je le veux, dit Corneille. Et je veux que vous ouvriez les documents que vous avez apportés, car il y aura bien une signature aujourd'hui. » Le document que Corneille posa sur la table n'était pas celui du transfert d'héritage. C'était la liasse attachée avec de la ficelle du tiroir verrouillé. L'avocat Moreau le lut, le relut, en reconnut l'architecture. « Il faut 3 témoins avec signature légalisée, dit-il. Vous légalisez? Il en faut 2 autres. Docteur Rousseau, dit Corneille, êtes-vous disposé? Le médecin acquiesça sans hésiter. C'était la 2e bonne décision qu'il prenait ce jour-là, et les 2 lui coûtaient quelque chose. « Benoît, dit Corneille. « Présent, répondit-il de la porte. L'avocat arrangea les papiers, prépara la légalisation, et Corneille Lambert signa de la main gauche, car la droite était immobilisée, d'une écriture qui fut plus petite que d'habitude, mais non moins ferme. Quand le dernier paraphe fut apposé, Maître Moreau rassembla les documents, regarda Arthur Mercier, qui était toujours assis dans le fauteuil avec l'expression d'un homme qui vient de perdre un très gros pari, et dit « Monsieur aura besoin de sa propre représentation juridique. Ce qui a été dit ici ce matin devra être formalisé chez un notaire. »« Je sais, » dit Arthur. « Et le conseiller Larcher ?» dit l'avocat en se levant déjà. « Il devra être notifié. »« J'ai déjà écrit la lettre, » dit Corneille. « Vous pouvez la porter personnellement à la poste en partant d'ici. » Constance sortit dans la cour, pendant que les autres étaient encore dans le salon. Soleil du matin, bruit du domaine reprenant son rythme habituel. Quelque part à Paris, le vrai Renaud se réveillait sans savoir que l'instrument créé pour utiliser le domaine de son père comme garantie de sa dette avait perdu sa valeur. La dette existait toujours. Le conseiller Larcher avait toujours son siège au tribunal. Le domaine était sauvé. Le fils, non. La porte de la véranda s'ouvrit. Simone. Les 2 femmes restèrent côte à côte un moment, puis Simone regarda derrière elle. Benoît s'était arrêté à 3 pas, chapeau à la main, attendant. « Ta fille sera libérée, dit-elle. Le baron donne sa parole et la tient. » La chambre de l'aile était vide lorsque le soleil entra par la fenêtre ce samedi matin. Pas vide de présence, vide de traces. Le lit fait avec le soin de quelqu'un qui a grandi en apprenant à ne laisser aucune preuve. Les 2 mâles en cuir avaient disparu dans la nuit de vendredi, emportés par Arthur Mercier avant l'aube, avec la veste, le rasoir à manches en os et les lettres attachées par un ruban que personne n'avait eu le temps de lire. Ce qui restait, c'était l'odeur d'une eau de Cologne chère se dissolvant lentement dans l'air immobile et une miniature à l'huile posée sur la table de chevet. Il avait laissé la miniature. Constance entra pour ranger la chambre à 6 heures et resta à regarder le portrait de la femme aux cheveux sombres un long moment. Puis elle le prit, alla à la fenêtre et le garda dans sa main. Ce n'était plus une preuve de rien. C'était juste le visage de quelqu'un qui avait été utilisé comme appât dans un plan plus grand qu'elle ne le savait probablement. Comme presque tout le monde dans cette histoire, à des degrés divers. Elle mit la miniature dans la poche de son tablier, non pas parce qu'elle savait quoi en faire, mais parce que la jeter semblait mal. Le buffet de la salle à manger resta sans la bouteille de Porto ce matin-là, et le suivant et celui d'après. Corneille but du café noir avant toute chose, s'assit en bout de table avec le bras toujours immobilisé dans l'écharpe que Simone avait faite avec un linge de lin, et signa 3 ordres de paiement au métayer de la main gauche, d'une écriture plus petite, plus lente, mais sans hésitation. Benoît apporta les papiers, attendit, les reprit. Le domaine fonctionnait comme il avait toujours fonctionné, à l'exception du silence spécifique de la chambre vide dans l'aile est et de l'absence d'une bouteille sur un buffet.
Parfois, les plus grands changements tiennent dans ces vides. La lettre du conseiller Larcher arriva par le courrier du samedi après-midi. 3 feuilles pliées avec le sceau officiel du tribunal régional d'Orléans. Le facteur l'a remis à Benoît au portail, qui l'a remis à Corneille dans son bureau, qui l'a lu seul, porte fermée. Quand il sortit, son visage ne révélait rien d'autre que la fatigue normale d'un homme qui a passé la semaine la plus longue de sa vie. Il alla dans le salon où se trouvait Simone et posa la lettre sur le tissu. Elle lut. C'étaient 3 feuilles de langage juridique dense qui disaient essentiellement une chose. La procédure d'interdiction avait été suspendue pour irrégularité formelle dans la procédure d'évaluation médicale. Le conseiller Larcher, au nom du tribunal, regrettait tout désagrément causé et informait que l'affaire était close pour l'heure. Pour l'heure. 2 mots à la fin d'une phrase protocolaire, invisible pour qui ne savait pas quoi chercher. « Il n'arrêtera pas », dit Simone. « Non », acquiesça Corneille. « Mais maintenant, il sait que je connais son nom et que Maître Moreau a le témoignage signé d'un homme qui a transporté la correspondance entre lui et Fournier. » Pause. Ça ne fait pas tomber un conseiller, mais ça le fait réfléchir à 2 fois avant d'utiliser le même chemin. Simone plia la lettre et la lui rendit. C'est déjà quelque chose. C'est ce que nous avons. Ce n'était pas une victoire totale. Ça ne le serait jamais. Pas dans un monde où le système qui avait tenté d'avaler le domaine était toujours en place, avec le même homme au même siège, avec de nouveaux outils et assez de temps pour attendre. Le domaine était protégé par les clauses tant que Corneille vivrait. Après, ce serait une autre bataille à mener pour Renaud s'il revenait, quand il reviendrait. 3 jours après la signature, Simone trouva Corneille assis sur le banc de la véranda avant le petit déjeuner. Il avait le regard fixé sur l'horizon et l'expression spécifique de celui qui ne voit pas ce qui est devant ses yeux, mais autre chose, plus loin, peut-être plus en arrière. Elle s'assit à côté de lui sans rien demander. « J'aurais dû aller à Paris quand les lettres ont cessé », dit-il après un moment. Ce n'était pas un regret grandiose, c'était la petite phrase lourde de quelqu'un qui est parvenu à une conclusion qui ne change rien, mais qui doit être dite à voix haute au moins une fois. « Vous ne saviez pas ce qui avait arrêté les lettres, dit-elle. « Non, mais j'aurais pu aller voir. » Simone regarda les pâturages avec lui. Il y avait des choses qui n'avaient pas de réponse utile, et la sagesse de 22 ans passés ensemble était de savoir les reconnaître et de ne pas essayer de réparer ce que seul le temps et le retour du fils pourraient réparer. « Envoie la lettre, dit-elle. Il hocha la tête. La lettre pour Paris mit 3 jours à être prête. Corneille la réécrivit 4 fois. La première version était une accusation, la deuxième une explication, la troisième une supplique, et il la déchira avant de finir le 2e paragraphe. La 4e était simple, ce qui s'était passé au domaine, ce qui avait été découvert sur la dette, le nom de celui qui l'avait racheté, et une ligne à la fin disant que l'argent pour la régler était en train d'être rassemblé. Pas encore en quantité suffisante, mais en cours. Aucun jugement. Aucun reproche pour des années de silence, juste un père informant son fils que le chemin du retour était en train d'être ouvert d'un côté et que l'autre côté devait décider s'il voulait le parcourir. Il la cacheta, écrivit l'adresse que le médecin avait donnée, la rue de Paris que le vrai Renaud occupait, endetté, et la remit au facteur le lundi matin avec le même geste pratique que celui qui expédie n'importe quelle correspondance d'affaires. Simone vit la scène de la fenêtre et ne dit rien. Il y avait des choses entre un père et un fils qui n'avaient pas besoin de témoins. La petite fille arriva un mardi après-midi, montée derrière un messager du domaine de Fournier, qui avait reçu l'ordre judiciaire de libérer la domestique Grace et sa fille, Lucie, sur lettre du baron Corneille Lambert, endossée par maître Évariste Moreau. Benoît était dans la cour quand ils arrivèrent. 7 ans, les cheveux tressés avec du fil rouge, des yeux qui regardaient tout en même temps avec cette attention spécifique d'une enfant qui a grandi en apprenant que le monde ne pardonne pas l'inattention.
Elle vit son père avant de descendre de cheval et resta immobile une seconde avec l'expression de quelqu'un qui n'est pas sûr de pouvoir croire ce qu'il voit. Benoît s'approcha d'elle lentement, s'arrêta à un demi-mètre, comme si courir pouvait effrayer quelque chose d'encore fragile. La petite fille descendit de cheval sans aide. Elle resta debout sur la terre battue de la cour avec ses tresses de fil rouge et son regard qui évaluait. Et puis elle fit 2 pas dans sa direction et appuya sa tête contre la poitrine de son père avec le naturel spécifique d'un corps qui reconnaît d'où il vient, avant que la tête ne confirme ce que le cœur a déjà décidé. Benoît garda les mains en l'air une seconde, comme s'il ne savait pas où les poser. Puis il les referma dans le dos de sa fille, avec le soin de celui qui tient quelque chose qui pourrait se briser, et en même temps avec la force de celui qui ne lâchera plus. Constance était à la porte de la cuisine. Elle regarda le temps qu'il fallait regarder. Puis elle rentra, parce qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'espace pour exister, et trop de témoins et parfois un poids de trop. Et vous qui avez suivi cette histoire jusqu'ici, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous qu'une seule voix, sans pouvoir légal, sans papier, sans rien d'autre que le souvenir d'une cicatrice sur un avant-bras, peut vraiment changer le destin de toute une famille ? Laissez votre opinion dans les commentaires, car des questions comme celle-ci sont encore urgentes dans le monde où nous vivons. Sur qui a le droit d'être entendu? Sur le poids de la parole de ceux que le système feint de ne pas écouter. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer ce qui arrive, car les prochaines histoires sont aussi fortes que celle-ci. Commentez ci-dessous un mot qui résume ce que vous avez ressenti en regardant, un seul mot. Et si cette vidéo vous a vraiment touché, vous savez quoi faire. Aimez, partagez, envoyez-la à ceux qui, selon vous, ressentiront la même chose. Cela aide la chaîne plus que vous ne l'imaginez. C'est le petit café qui nous tient debout pour raconter la suivante. Merci d'être resté jusqu'à la fin. La dernière chose que Constance fit cet après-midi-là fut de monter sur la véranda de la grande maison pour ramasser le linge qu'elle avait laissé sécher sur la rampe le matin. Elle ne demanda pas la permission de monter, non parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'on était arrivé à un point où certaines habitudes se défont, non par décret, non par discours, mais par l'accumulation silencieuse de jours où une personne prouve à plusieurs reprises qu'elle a sa place là où elle est. Elle prit le linge, le plia, resta un moment face à l'horizon du domaine, le soleil descendant sur les pâturages et les animaux rentrant à l'étable, au rythme de chaque après-midi. En bas, dans la cour, Benoît et Lucie étaient toujours assis sur un banc de bois. Il lui enseignait quelque chose, un geste de la main. Elle répétait, tous deux riant doucement de quelque chose que seuls connaissaient. La miniature de la femme aux cheveux sombres était toujours dans la poche du tablier de Constance. Elle la prit, la regarda une dernière fois et la laissa sur la rampe de la véranda. Pas cachée, pas jetée, juste posée, comme un objet qui était arrivé à l'endroit où il pouvait se reposer. Puis elle descendit les escaliers de devant pour la première fois par la porte principale. Il y a une question que cette histoire laisse en suspens. Pas sur l'imposteur, pas sur le conseiller Larcher, pas sur le domaine ou les documents ou la procédure judiciaire. La question est plus simple et plus difficile que tout cela. Que vaut la parole de celui à qui le monde a décidé de ne donner aucune voix? Constance n'avait pas de papier, pas de nom de famille enregistré chez un notaire, pas le droit légal d'entrer dans un bureau et d'interrompre le travail d'un homme puissant. En 1878, dans la France de cette époque, une domestique qui accuserait un héritier blanc, cultivé et charismatique, d'être un imposteur serait, au mieux, ignorée. Au pire, punie pour avoir semé le trouble. Elle le savait, elle y est allée quand même. Et ce choix, entrer dans ce couloir, dire ce qu'elle savait, sans rien avoir à prouver d'autre que sa propre mémoire, est le centre de tout. Pas la conspiration, pas le poison, pas le document d'interdiction. Le centre de l'histoire est une femme qui n'avait rien à gagner et tout à perdre, et qui a ouvert la bouche malgré tout. Ce n'est pas de l'héroïsme de film. C'est quelque chose de plus rare et de plus lourd que l'héroïsme. C'est le genre de courage
qui n'apparaît pas dans les livres d'histoire, parce que ceux qui écrivent les livres sont rarement ceux qui l'ont exercé. Pensez un instant à combien d'histoires comme celle-ci n'ont jamais abouti. Combien de Constance ont parlé et ont été renvoyées sans que personne ne se retourne pour regarder l'avant-bras de l'imposteur. Combien de fois la vérité a existé dans la mémoire de quelqu'un que le système avait décidé à l'avance qu'il ne méritait pas d'être entendu, et elle est restée là, gardée, sans pouvoir rien changer. Cette histoire se termine différemment. Mais elle se termine différemment non pas parce que le monde était juste. Elle se termine différemment parce qu'il y avait une Simone qui a écouté, parce qu'il y avait un Corneille qui au fond savait qu'ignorer n'était pas la même chose que résoudre. Parce qu'il y avait un Benoît qui est arrivé à un point où le coup de continuer à mentir pesait plus que le coup de parler. La vérité gagne rarement seule. Elle gagne quand elle trouve quelqu'un prêt à emporter un morceau avec elle. Il y a une autre couche dans cette histoire qu'il est facile d'ignorer. Le conseiller Larcher n'était pas un méchant de conte de fées. C'était un homme d'institution, avec un siège au tribunal, une signature reconnue, un accès aux médecins, aux juges et aux procédures. Son plan était sophistiqué précisément parce qu'il utilisait les outils légitimes du pouvoir à des fins illégitimes, interdiction, diagnostic médical, transfert judiciaire. Rien de tout cela n'est une invention du XIXe siècle. L'histoire d'utiliser l'appareil légal pour prendre ce qui appartient à un autre, surtout quand l'autre n'a pas les ressources pour contester, n'est pas restée dans le passé. Elle a changé de nom, changé de formulaire, mais le mécanisme est le même. Celui qui contrôle le stylo qui signe le document contrôle ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ce que Corneille avait, et que la plupart des gens qui affrontent ce genre de pouvoir n'ont pas, c'était un avocat qui le servait depuis des années, un document préparé à l'avance et une femme qui comprenait la stratégie. Enlevez l'un de ces trois éléments, et l'histoire se termine différemment. Cela aussi doit être dit. Mais que reste-t-il ? Que reste-t-il vraiment après que les documents sont signés, que l'imposteur s'en va et que la petite fille franchit le portail ? C'est une seule image. Constance descendant les escaliers par la porte principale, sans décret, sans cérémonie, sans que personne n'annonce que les choses ont changé. Juste un petit geste, presque invisible, qui contenait tout. 17 ans à entrer et sortir par l'arrière, à exister dans les espaces qui lui étaient désignés, à être indispensable et en même temps invisible. Et puis, un après-midi, descendre par l'avant. Non pas parce que quelqu'un l'a ordonné, non pas parce que la loi avait changé. La loi n'avait pas encore changé. Il faudrait des années pour cela. Mais parce qu'il y avait eu quelque chose dans ces jours qui avait discrètement déplacé le poids des choses. Et ce petit déplacement était suffisant pour qu'un geste différent soit possible. Les grands changements de l'histoire commencent rarement par des discours. Ils commencent avec quelqu'un qui décide, dans un couloir sombre, que la vérité qu'il porte est trop grande pour la garder pour lui seul, et qui va frapper à la mauvaise porte, au mauvais moment, sans aucune garantie d'être entendu. Ils commencent avec un souvenir, un avant-bras net là où il devrait y avoir une cicatrice, un petit détail que seule une personne qui était là, qui a tenu ce bras brûlant, qui a soufflé sur la blessure jusqu'à ce que l'enfant cesse de pleurer, pouvait connaître. Et parfois c'est ça qui sauve tout, pas le pouvoir, pas le document, pas l'avocat, la mémoire de ceux que le monde a oublié d'effacer. Cette histoire est dédiée à toutes les voix qui ont parlé sans être écoutées et aux rares qui l'ont été.